Et bonjour à tous, je vous souhaite une très bonne année 2024. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes. Moi c'était vraiment bien, j'ai pu déconnecter. Et franchement c'est ce dont j'avais le plus besoin, je crois, de faire une pause dans le travail, de déconnecter des réseaux sociaux et de ne penser à rien d'autre que me reposer, profiter de ma famille et faire du crochet et de lire. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai fait de mes vacances. Mais franchement, c'est ce qui m'a ressourcée. Et des balades dans la nature aussi, faut pas que j'oublie. Voilà, bah écoutez, on se retrouve pour la traditionnelle FAQ de début d'année. Je vous remercie pour toutes les questions que vous m'avez envoyées. Je remercie évidemment toutes les personnes qui n'ont pas posé de questions, mais qui m'ont juste mis des petits mots du type continue comme ça, on adore ce que tu fais, quoi que tu fasses, on te soutiendra. Bref, plein de petits mots d'amour qui m'ont fait plaisir. Au début, je m'étais dit que j'allais m'apprêter pour cette vidéo et tout ça. Et bon, comme dirait mon beau-fils qui est ado, flemme. Donc on va la faire nature peinture. J'ai même pas défait mes couettes, en ce moment je dors avec des petites tresses parce que mes cheveux me prennent trop de place. Et du coup, bah écoutez, j'ai encore les petites couettes de la nuit. J'ai la voix un petit peu rouée parce que j'ai été malade la semaine dernière. Bon, enfin ça va mieux. Cette FAQ est divisée en plusieurs parties. Il y a le bilan 2023. Essentiellement pro, mais un petit peu de perso. Il y a toute une partie sur l'entrepreneuriat, toute une partie sur les projets 2024 et autres. Une petite partie sur la santé mentale et une toute petite partie sur des questions un peu sans thème. Mais voilà, j'ai reçu du coup plus d'une centaine de questions. J'ai dû, je sais pas si vous avez vu sur Insta, mais j'ai dû imprimer j'ai imprimé toutes les questions que vous m'aviez posées, j'ai tout découpé, classé par thème, regroupé les questions qui revenaient tout le temps, et je pense que je vais pouvoir répondre à peu près tout, dans le sens où beaucoup de questions se regroupaient. Après, si j'ai oublié des petites questions à droite à gauche, mais qui n'avaient pas trop de rapport avec le reste, ben je suis navrée. Vous les reposerez à une prochaine FAQ, et j'y répondrai à une prochaine FAQ. Je me suis fait un petit thé. Voilà, dans la tasse au lit. Vous savez que j'adore cette tasse, c'est une de mes tasses préférées. C'est un petit thé, là j'ai fait un Kousmi Anastasia que j'adore. C'est un Earl Grey aux agrumes. Et ma foi, il est plutôt bon. Oli est à mes pieds. Elle regarde le paysage comme une petite commère qui se respecte. Donc voilà. Bon allez, c'est parti! Alors, première question. Ouais, j'ai pris des notes. Hein. Comment vas-tu en ce début d'année? Eh bien écoutez, ça va bien. J'ai méga le moral. Et ça, je suis contente parce que à la fin de l'année, j'avais pas trop le moral. Je pense que en fait, il me fallait juste du repos. Et non, ça va très bien. Disons que je suis assez excitée par tout ce qui arrive cette année. Au niveau angoisse, ça va pas trop mal. Je dirais que j'ai encore des résurgences de choses. Mais au quotidien, ça va bien. Au quotidien, ça va bien. C'est que quand je dois faire des choses un peu qui sortent de ma routine, que je suis un peu angoissée, mais ça va quand même mieux. Et ma foi, je suis excitée par l'année qui arrive parce que j'ai plein de projets pro et perso. Et en même temps, je suis un petit peu déjà en train de me dire, oh là là, mais est-ce que je vais y arriver? J'ai un petit côté de moi quand même qui stresse un peu de voir en fait que mon année est déjà planifiée et que j'ai pas tellement de marge de manœuvre au milieu de tout ça pour prendre des méga vacances, ou me reposer, ou ce genre de choses. Bon, j'ai prévu de me reposer, mais je veux dire, il va falloir que je fasse attention à mon équilibre vie pro vie perso cette année. Et vous m'aviez posé aussi la question de quel est ton état d'esprit en ce début d'année, quel était ton état d'esprit en fin d'année. Et ben en fin d'année, j'étais... comment dire? J'avais le sentiment que j'avais vécu une année vraiment hyper chargée, et ce qui était le cas. J'ai vécu une année vraiment hyper chargée. Je vais vous faire justement le bilan après de tout ce qu'il y a eu. Le rythme était soutenu. Et j'ai pas tellement eu le temps de faire ce que j'avais prévu de faire à côté, à savoir je voulais faire de la peinture à l'huile, j'en ai pas fait, je voulais me mettre aux arts du fil, j'ai pas pu le faire, voilà, dès que j'avais du temps libre en fait, je le passais soit à profiter de mes proches, soit à lire, soit à me promener. Et du coup c'est vrai que j'ai pas trop fait de choses en dehors de ça, au niveau loisirs perso, puisque après tout le reste de mon temps était occupé par le travail. Je sais qu'on s'en rend pas trop compte via ce que je montre sur les réseaux sociaux, peut-être un petit peu dans les vlogs et encore je montre pas tout,
Mais c'est vrai que en story, je partage plutôt les petites choses du quotidien, les petits moments en fait de petits plaisirs, mais c'est pas représentatif de tout ce que je fais toute la journée. Quel est mon bilan pro de l'année? Ah bah écoutez, cette année 2023, au niveau professionnel, a été ultra positive. Je crois que c'est la meilleure année que j'ai jamais faite en termes de chiffre d'affaires. Donc pour résumer tout ce qu'il y a eu de nouveau cette année, à partir du printemps, mes livres ont été vendus en librairie, donc puisque cette année j'ai fait appel à un distributeur indépendant pour distribuer mes livres en librairie. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que je voulais que mes livres puissent être lus ou découverts par des personnes qui ne sont pas sur internet ou sur les réseaux sociaux, qui est mon vecteur de communication principal. Et du coup, bah pour ça, il fallait qu'ils soient placés dans des librairies, et donc c'est le travail de mon distributeur. Alors, il y en a qui m'ont posé la question de savoir si je touchais moins quand vous achetez un livre en librairie que vous achetez sur mon site, évidemment, puisque bah, le libraire prend une commission, et le distributeur prend une commission aussi. Mais bon, en fait là l'idée c'est plutôt... l'idée c'était pas de démultiplier le chiffre d'affaires, puisque bah du coup ça me demande de réduire ma marge, mais c'était plutôt de pouvoir toucher de nouvelles personnes, un autre public, via le biais des librairies, puisque rappelons-le, en France, 80% des achats de livres se font dans des librairies. Ce que j'appelle librairie, c'est aussi les Cultura ou ce genre de choses. D'ailleurs, Cultura est un de mes plus gros clients libraires. Et au niveau de la part que ça représente les achats en librairie par rapport aux achats sur mon site, je dirais que pour l'instant, c'est pas la majorité. Je dirais que c'est 15% peut-être de mes ventes de livres se font en librairie, sur la totalité de mes ventes de livres. Donc c'est pas pour l'instant une part énorme, mais j'ai l'impression qu'elle augmente petit à petit. Donc nous verrons cette année comment ça va se passer. Cette année, j'ai aussi sorti toute une collection de printemps qui accompagnait le livre de printemps. Donc déjà, ma grosse nouveauté, ça a été le livre de printemps, qui a été aussi ma meilleure vente de 2023, le livre de printemps. Il y a eu avec le mug et toute une collection de carteries, d'affiches. Il y a eu le washi tape, il y a eu des bloc-notes, enfin voilà, il y a eu tout un tas de papeterie. Donc ça a été le gros temps fort de mon printemps. Et en même temps que je vivais ce temps fort, je créais le calendrier, qui du coup est sorti en précommande en août, et je commençais mon livre d'été. Donc ça m'a pris beaucoup de temps, si vous voulez, de gérer à la fois la commercialisation du livre de printemps, tout en continuant mes projets à côté, pour ensuite sortir en août mon calendrier en précommande. Ça c'était un projet hyper enthousiasmant pour moi, puisqu'en fait le livre de printemps là je l'ai sorti cette année, enfin en 2023, mais je l'avais créé en 2022. Donc là j'ai juste eu si vous voulez, à commercialiser le fruit de mon travail, mais mon travail créatif en 2023 il a été sur le calendrier, sur la création des nouveaux produits et sur le livre d'été que j'ai commencé. Ensuite, pendant plusieurs mois, j'ai travaillé à la refonte de mon site internet et à l'identité visuelle de ma marque. Et donc pour ça, je me suis fait accompagner de Julie de Studio Pan, mais ça je vous l'avais dit. Donc ça a été un gros projet à mener en parallèle de tout le reste, puisqu'il fallait créer tout le contenu, penser les choses, lui fournir toutes les ressources, écrire les textes, etc. Si jamais vous devez faire ça un jour. Avant, j'avais pas les moyens de me faire accompagner. Là, j'avoue que j'ai pris l'initiative de me faire accompagner et je regrette pas parce que je pense que ça aurait pas été aussi abouti si je l'avais fait toute seule, même si je me serais dépatouillée parce que j'arrive toujours à bricoler. Mais voilà, ça faisait... Là, il était temps que j'ai mon propre site au bout de toutes ces années. J'avais déjà fait mon site avant, mais il était pas optimal du tout. Là, ça y est, il est optimal et du coup, je suis super contente. Je suis juste un petit peu déçue par l'interface blog qui est pas aussi pratique qu'un WordPress, mais parce que Shopify est fait pour du e-commerce et n'est pas fait pour du blogging. Du coup, il n'y a pas toutes les... subtilité de mise en page qu'on peut avoir sur WordPress, j'ai dû mettre une appli de commentaires pour pouvoir gérer les commentaires, mais je reçois pas de notif quand il y a des commentaires, du coup faut que je pense à aller voir. Voilà, c'est pas optimal. Là on finalise encore des choses, enfin Julie elle y peut rien, hein. C'est comme ça, la plateforme ne permet pas de faire mieux pour cette partie-là. On doit encore finaliser quelques pages qu'on n'avait pas mis en ligne tout de suite, comme ma bibliographie avec vraiment le détail de mes livres, où j'explique un petit peu les coulisses qu'il y a eu sur chaque livre, comment j'ai travaillé, etc. Ça me tenait à cœur d'avoir une partie bibliographie, mais il fallait pas qu'elle se double avec la partie livre de la boutique, donc vous verrez, là c'est en cours, et une partie revendeur pour ceux qui cherchent à revendre mes produits.
J'ai fait retirer mes livres d'automne et mes livres de Noël à la fin de l'année, enfin donc j'ai fait ce travail en août en fait, hein, pour pouvoir avoir les retirages à la fin de l'année. Donc j'ai refait les couvertures avec cette fois des dorures à chaud, du vernis sélectif. J'ai changé le papier intérieur pour un papier plus texturé et j'ai changé d'imprimeur. Donc je suis allée dans mon imprimeur, j'ai trouvé cette année du coup un imprimeur dans la Loire avec qui je fais beaucoup de nouvelles choses maintenant. Et non pas que l'ancien n'était pas bien, mais j'avais pas vraiment de relation plus avec cet imprimeur, j'étais juste un client parmi d'autres, alors que là, j'ai une relation privilégiée, je peux discuter des projets, on peut faire des tests, etc. Et du coup, pour moi, ça change tout, puisque je peux repenser certaines choses via ce prisme-là, et notamment, je pense cette année passer toute ma papeterie avec lui. En tout cas tout ce qui est carterie, affiche, parce que je suis vraiment contente de la qualité. Pour vous donner une idée, c'était la qualité de la collection de printemps, puisque j'avais fait déjà mes cartes là-bas, mais j'avais pas réussi à réitérer parce que j'avais trop de boulot, j'avais pas eu le temps d'y penser et tout pour l'automne et l'hiver. Mais là du coup je redesign toutes mes cartes avec ce nouvel imprimeur, dont certaines qui auront peut-être un peu des dorures. Je vais voir là, je vais commencer à tester ça sur la collection d'hiver. Donc vous verrez ça. Mais moi je suis super contente de ça en tout cas. Donc réimprimer mes livres, vu que j'ai changé d'imprimeur, que j'ai changé de papier, changé la couverture, ça m'a demandé aussi beaucoup de boulot de refaire tout le fichier d'impression. Les prochaines fois, normalement, j'aurai pas à tout refaire. La prochaine fois que je ferai un retirage, là il me reste le printemps à retirer dans un nouveau papier, mais je vous en reparlerai plus tard. Il y a bien sûr eu la sortie du calendrier, donc qui était un produit que je rêvais de faire depuis longtemps, et j'attendais de voir comment il allait être reçu pour pouvoir me dire bah, j'en refais un l'année prochaine ou pas. Donc vous verrez dans les projets 2024 si j'en refais un, mais je pense que vous vous doutez de la réponse. En tout cas, je suis vraiment trop contente que ce produit ait marché parce que eh ben, c'est vraiment un bébé que j'ai porté cette année et dans lequel j'ai mis beaucoup de cœur. Donc merci infiniment pour vos retours sur ce produit, ça m'enchante. Merci beaucoup. Il y a eu bien sûr de nouveaux produits comme le nouveau mug d'automne, le Starzolo donc, la coupelle de Noël, les affiches à 3, les porte-affiches, le thé, voilà, tout un tas de petits produits qui sont venus s'ajouter pendant l'année. Bah, ça m'a pris du temps aussi de faire ces petites choses là parce qu'on a l'impression que c'est des petits produits mais en fait ça prend autant de temps de contacter les fournisseurs, de faire le design, de faire ci, de faire ça, les allers-retours par mail, les devis, etc. etc. Bon, Gilles m'a épaulé là-dessus mais c'est vrai que j'en gère quand même toujours une partie et donc ça me prend aussi du temps, mais enfin je suis vraiment contente d'avoir pu sortir tous ces petits produits qui participent à l'univers de Caro from Woodland, même s'ils se placent pas dans les meilleures ventes. Pour moi c'est des produits que j'avais envie de faire et je suis vraiment contente d'avoir pu les sortir et de l'accueil que vous leur avez réservé. J'ai aussi relancé mon blog, du coup, avec la création du nouveau site, et ça, c'était pas simple. Bon, pour l'instant, je sais pas si j'ai encore trouvé le bon rythme, la bonne façon d'aborder la chose, puisque l'interface, du coup, je vous avais dit, me frustre un peu. Donc je vais réfléchir à ça cette année. Voir si je continue dans cette lancée, bah dites-moi si vous avez apprécié du coup de relire des articles de blog ou d'avoir en tout cas cette ressource pour vous y référer quand vous cherchez une info déco ou une info autre qui est pas facile à chercher dans une vidéo par exemple. Donc n'hésitez pas à me dire. Mais bon, pareil, ça a été un gros boulot. J'ai aussi déménagé tout mon bureau du rez-de-chaussée au premier étage. Je sais pas si vous vous souvenez, j'ai fait une vidéo dédiée à ça. Ce qui a été quand même du boulot, ne le négligeons pas, au milieu du reste. Et au niveau réseaux sociaux, j'ai sorti 23 vidéos YouTube, ce qui est énorme en fait, ce qui fait à peu près 2 par mois. Voilà, je pensais pas que j'avais tenu ce rythme-là. C'est quand je les ai comptés là pour faire mon bilan que je me suis dit waouh, j'ai sorti 23 vidéos YouTube. Je sais pas si cette année je vais réussir à en sortir autant. En tout cas, j'aime bien YouTube, donc j'aimerais bien continuer à tenir ce rythme, mais il faut pas que ce soit au détriment de mon travail, puisque j'ai du mal à trouver l'équilibre avec ça. Au niveau des réseaux sociaux, j'ai gagné à peu près 20 000 abonnés sur Instagram, essentiellement sur la fin de l'année, presque 8 000 sur YouTube, et là c'était toute l'année un petit peu progressif. Tout ça a engendré bien sûr beaucoup de création de contenu, enfin a engendré, est issu finalement la conséquence de beaucoup de création de contenu qui a pris beaucoup de place dans ma vie en 2023, peut-être trop. Je vais peut-être revoir ça en 2024 puisque je me rends compte que plus ça va et moins j'ai de temps. Donc j'ai du mal à jongler avec tout ça.
sachant que quand même la présence sur les réseaux sociaux est indispensable pour continuer à vivre de mon activité. Donc je vous en reparlerai dans les projets 2024. Du coup, il y en a une de vous qui m'a demandé quels étaient les meilleurs produits de 2023. Alors, la meilleure vente a été le Printemps Cosy. Ensuite, on a eu le calendrier. Ensuite, on a eu le mug Starzolo. Et ensuite, mon automne cosy et mon hiver cosy, qui ne sont pas à négliger, que je revends chaque année à beaucoup d'exemplaires. Donc je continue de faire des retirages, puisque chaque année, en fait, de nouvelles personnes me découvrent. Là, j'ai pas mal de gens, par exemple, qui m'ont découvert au printemps, puisqu'il y a eu pas mal de relais de mon livre de printemps. Du coup, quand elles sont arrivées à l'automne, elles ont vu que j'avais fait un livre d'automne, et en hiver, un livre d'hiver, etc., etc. Et en fait, ça marche comme ça tout le temps. C'est un cycle d'1 an. Les personnes qui me découvrent cet automne, ensuite ont vu que j'avais fait un livre d'hiver, et puis là vont voir que j'ai fait un livre de printemps, etc., etc. Généralement, quand on découvre un des livres, on a envie de découvrir les autres. Moi, ça me fait ça en tout cas quand je découvre un auteur que j'aime bien. Donc, ça marche aussi comme ça, j'ai l'impression, pour vous, vis-à-vis de moi. Donc j'en suis vraiment contente, puisque mes livres sont faits pour marcher tous ensemble. Et donc, vous n'êtes pas forcément axé que sur une saison, même si la saison qui marche le mieux en termes commercial, pour moi, c'est quand même l'automne. Voilà. Plus que Noël. Mais je pense aussi parce qu'à Noël, il y a beaucoup de concurrence de tous horizons. C'est-à-dire que toutes les marques du monde entier fêtent Noël, alors qu'il y a beaucoup moins de gens qui font des collections d'automne. Si ce n'est dans les créateurs. Mais on n'est pas concurrencé par des maisons du monde, par des Black Friday, par des choses comme ça, sociétales, globales. Et donc c'est une saison qui m'incarne plus aussi, je pense, parce que la plupart de vous me connaissent via l'automne et que c'est, mine de rien, ma saison préférée. Ensuite, j'ai eu une question qui était: as-tu franchi un cap dans ton influence cette année ? Alors je sais pas trop dans quel sens est cette question, mais oui, j'ai l'impression d'avoir franchi un cap, dans le sens où j'ai encore monté une marche au niveau du nombre d'abonnés, même si je trouve que c'est pas forcément représentatif de ce que ça peut changer. Moi, ça n'a rien changé, par exemple, à la façon dont je travaille. Par contre, ça m'a rajouté du temps. C'est-à-dire que plus il y a de monde, plus il y a de messages, plus il y a de mails, plus il y a de questions. Et donc forcément, ça fait plus de temps de modération. Et c'est très chronophage. Ça, c'est très chronophage, et je sais pas trop comment le gérer mieux, puisque je ne me vois pas du tout déléguer la création de contenu, qui est quelque chose que j'aime quand même bien faire. J'adore faire des stories, j'adore échanger avec vous, j'adore prendre des photos, faire des vidéos sur YouTube, mais par exemple j'aimerais bien faire plus de vidéos, des réels ou des choses comme ça, mais en fait je sature déjà de tout ce que je fais déjà, et du coup j'ai du mal à rajouter des formats, et je dirais que cette année mon rapport aux réseaux sociaux, mais même en tant que consommatrice des réseaux sociaux, a un peu changé. C'est-à-dire que je ressens de plus en plus l'envie de m'en détacher, de regarder d'autres choses que les réseaux sociaux. En fait, c'est un rapport conflictuel, parce que à la fois, j'adore suivre des créateurs, des gens qui font de la couture, des gens, j'adore sur YouTube regarder les vidéos sur les analyses de films, etc. Donc il y a plein de contenus qui m'intéressent à consommer. Mais quand j'ai fait ma digital detox, donc j'ai tout coupé. J'ai coupé YouTube, j'ai coupé Insta, j'ai tout coupé. Et d'un seul coup, j'ai retrouvé du temps. Et j'ai retrouvé le temps de faire du crochet, par exemple. Et là, je suis rentrée de vacances. J'ai repris le travail, plus le temps de faire du crochet. Donc ça prend quand même un certain temps dans la journée. Sur le travail aussi, qui fait que j'ai du mal à trouver le bon rapport à avoir, et surtout je suis de plus en plus agressée par les réseaux sociaux. Alors ça, c'est assez cyclique, c'est un peu par période, mais par exemple là j'ai fait une digital detox, et début janvier là j'ai réouvert Insta pour regarder un peu les messages, etc. Et d'un seul coup, ce flot de posts, de bilans, ça m'a agressée. Et alors que individuellement, les choses ne m'agressent pas, puisque j'aime suivre les personnes auxquelles je suis abonnée, etc. Mais là, de tout avoir d'un coup, vous voyez, ce flux permanent d'infos, de posts, de vidéos, etc. D'un seul coup, ça m'a agressée, et j'ai tout de suite refermé l'appli en me disant, bon, on va y revenir plus doucement. Surtout qu'entre-temps, j'avais reçu plein de messages, vu que j'avais coupé, etc. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais besoin de choses, j'avais besoin de encore plus de slow life.
encore plus de lenteur dans ma vie. J'avais aussi du mal à partager des choses, là, début janvier. Des fois, j'ai plus envie de partager comme avant. Je suis un peu en crise. Je suis un peu en crise de réseaux sociaux. Alors j'ai des périodes où tout reva mieux, j'aime partager, j'aime filmer, etc. Mais là, je suis dans une phase où c'est plus dur, où j'ai envie de garder certaines choses privées, où j'ai envie de travailler sans avoir à filmer ce que je fais, puisque ça me fait perdre du temps. Et l'année dernière, je disais à tout le monde, et c'était vrai, que la moitié de mon temps de travail, c'était de faire les réseaux sociaux, donc créer du contenu, filmer, faire des stories, faire des vlogs, etc. Et en fait, c'est pas tellement normal de penser comme ça. Je me dis, c'est la société qui m'a amenée vers ça. Je me dis, c'est pas tellement normal que les réseaux sociaux aient pris une telle place dans mon travail, même si en même temps, c'est ça qui m'a fait connaître. Mais je me dis, tout le temps que j'aurais pour créer des nouvelles choses, si j'avais pas à gérer ça. Bref, du coup, c'est un peu décousu ma réflexion, mais je me suis mis à lire beaucoup de newsletters. Je me suis mis sur Substack, qui est une plateforme de newsletters où on peut s'abonner à des personnes. Et je me rends compte que ce média me parle plus que d'autres réseaux sociaux. Par exemple, plus ça va et plus je me dis que je sais même pas si je vais revenir sur TikTok un jour. Je ne dis rien de définitif, on ne sait jamais, peut-être que je vais me remotiver, etc. Mais en fait, TikTok, c'est à l'encontre de la lenteur, vous voyez, c'est encore plus l'accélération, c'est encore plus de temps à créer du contenu pour qu'il soit vu une seconde d'attention, quoi. Donc je trouve ça dramatique, en fait, c'est un peu le summum de la guerre de l'attention, le summum de l'accélération de la société, et j'ai pas forcément envie d'aller là-dedans, en tout cas j'en ai pas la force ni l'énergie, pour l'instant. Par contre, j'ai envie d'aller à contre-courant de ça, c'est-à-dire que moi je me mets à reconsommer des choses lentes. Et quand je vous dis de consommer des newsletters, c'est que via Substack, là, ce qui se fait, c'est que on peut s'abonner à des newsletters payantes. Moi, par exemple, je suis abonnée à Garance Doré ou à Emma Gannon, qui est une journaliste du New York Times. Enfin bref, je suis abonnée à des personnes et je reçois toutes les semaines ou toutes les 2 semaines une newsletter qui est écrite un peu comme un article de blog. Et en fait, ça me fait du bien. Vous voyez, ça me fait du bien déjà de lire quelque chose, de me poser pour le faire, d'avoir des réflexions qui me viennent, d'avoir envie moi aussi de m'exprimer sur ces sujets. Ça me remet en question, ça me fait réfléchir. Ces personnes-là, elles mettent des liens vers d'autres articles, je vais lire d'autres articles. Et en fait, de revenir à de l'écrit, et ben en fait, c'est ça que j'aime et c'est ça dont j'ai besoin. Donc je sais pas vers quoi moi je vais aller. En tout cas, je me questionne beaucoup en ce moment vis-à-vis de tout ça. Et voilà, je me laisse le choix de bifurquer dans l'année vers ce que j'ai envie de plus faire. Peut-être que je vais lancer une newsletter comme ça, ou pas, parce que bon, je le dis, mais je le fais pas. Ou est-ce que je vais le faire via un article de blog? J'avais dit que je le ferais, je l'ai toujours pas fait. J'ai un peu digressé, mais du coup, oui, j'ai passé un cap d'abonnés, mais en fait, c'est marrant parce que plus je grossis, plus je reçois des propositions de partenariat, des projets pour faire 10 milliards de choses. Et en fait, plus ça me rebute de faire de l'influence. Au début, j'avais bien envie d'en faire quand j'ai commencé Insta. Et puis en fait, maintenant, plus ça va et plus ça me rebute et plus je dis non à tout, en fait, parce que je reçois trop de demandes et qu'en fait, ça me fait un effet cumulatif qui me sature et je suis là, en fait je dis non à tout. Et le peu de choses que j'accepte, je le fais pas forcément rémunérer. C'est un choix que j'ai fait, mais c'est parce qu'en fait j'ai pas envie de me rajouter du travail en devant gérer des devis, rendre des comptes à quelqu'un, relancer pour des paiements de factures, etc. En fait l'influence c'est un boulot à part entière et je veux pas devenir influenceur en fait, c'est pas mon objectif dans la vie. Moi je vis de ma boutique, de mes produits. Et donc ça me suffit. J'ai pas besoin de développer l'influence en plus. Je sais que je pourrais le faire en fait, si je voulais, puisque je reçois plein de propositions, etc. Mais en fait, est-ce que j'ai envie de le faire? Bah non. Je pense que c'est pas parce qu'on peut développer notre entreprise dans un sens, dans l'autre, multiplier les sources de revenus, etc., qu'il faut forcément tout faire. En fait, là, ce que je gagne avec mon entreprise, ça me suffit. Donc si je devais rajouter l'influence juste pour rajouter l'influence, pour faire plus d'argent, machin et tout, en fait, ça me rajouterait beaucoup de contraintes et j'ai pas envie de m'en rajouter.
Donc c'est comme ça que j'ai décidé de ne pas vraiment développer l'influence. J'accepte des partenariats par-ci par-là, au coup de cœur, au bon vouloir. Je n'ai aucun critère. C'est pas parce que j'ai accepté tel livre que je vais accepter tel autre livre. C'est pas parce que j'ai accepté tel thé d'un petit créateur que je vais accepter tel thé d'un autre petit créateur. Parce que bah, si ça tombe un jour où je suis mal lunée, où j'ai déjà reçu beaucoup de propositions et tout, bah, je peux dire non. Et j'ai pas envie de passer mon temps à répondre à des mails liés à l'influence, à la présentation de produits. Ça me gonfle en fait. Quel est mon meilleur souvenir pro de l'année ? Eh ben, je dirais que c'est vos retours suite à la sortie de Mon Printemps Cosy, puisque c'était mon petit bébé de cette année. Et je dirais ex aequo avec le calendrier peut-être. Mais j'ai mis beaucoup de cœur à le faire, beaucoup de joie à le faire, et du coup il y avait un peu la pression quand même, parce que c'était, pour beaucoup d'entre vous, c'était pas une saison que vous auriez qualifiée de cosy, et du coup c'était pour vous montrer quelle était ma vision du cosy de printemps, et j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui du coup l'ont adopté, et ont beaucoup aimé ce livre, donc ça m'a fait vraiment chaud au cœur, c'est des bons souvenirs. Pareil pour le calendrier et pareil pour les dédicaces, qui sont toujours des moments très forts où on se rencontre et où je ressors vidée mais le cœur rempli. Voilà. Et le pire moment pro de cette année, je pense que c'était cet automne, à la sortie du... Enfin, quand le mug d'automne a été en rupture, ça a coïncidé avec une période où moi j'avais beaucoup de travail. Les abonnés se sont démultipliés à ce moment-là, enfin, c'est là où j'ai gagné beaucoup d'abonnés, c'est là aussi où j'ai reçu 10 fois plus de questions que d'habitude sur les réseaux sociaux, ce qui a démultiplié le nombre de messages, et c'était tout le temps la pression sur le mug, moi j'étais fatiguée, et du coup c'est vrai que tout ça mélangé, démultiplié par le nombre de mails, démultiplié par le nombre de commandes, du coup le nombre de problèmes à gérer, le nombre de choses qui dysfonctionnent, parce que plus on a de choses à gérer, plus il y a des petits bugs qui arrivent dans tous les sens, et ben a fait que je sais pas si j'ai frôlé le burn-out, mais j'étais vraiment pas bien dans ma tête, et c'est à ce moment-là que j'ai rechuté dans mes problèmes d'angoisse. Donc enfin, je pense que c'est lié, hein, certainement, enfin, c'est lié au fait que j'étais fragilisée par la fatigue et par le stress. Et du coup ça c'était un moment pas terrible. Je vous ai fait une vidéo à ce moment-là pour vous expliquer un peu l'état d'esprit dans lequel j'étais. Heureusement ça va mieux, mais ça m'a fait me rendre compte que j'avais un peu négligé mon équilibre vie pro, vie perso à ce moment-là, enfin sur cette période de l'année, et qu'il va falloir que je sois vigilante l'année prochaine. Quelle est la leçon professionnelle à retenir de 2023 ? Alors, je dirais que il y en a eu deux, enfin c'est des leçons un peu globales, mais disons que j'en ai vraiment pris conscience cette année. C'est de bien s'entourer et de ne pas hésiter à s'entourer, hein, d'ailleurs. Moi j'entends par là que depuis que j'ai Gilles avec moi, ça va quand même mieux au niveau charge de travail, au niveau charge mentale, parce que je peux partager tout ça. Je pense aussi à l'ESAT qui gère mes commandes, parce que ne plus gérer la logistique, ça a été une grosse avancée pour moi. Ça a été pas facile à mettre en place, mais une fois que ça a été mis en place, ça m'a enlevé un poids aussi, parce que je sais que ça roule, et je sais qu'ils assurent, et je sais que je peux m'appuyer sur eux, et honnêtement je ne regrette pas ce choix. Je pense aussi à Julie de Studio Pan, sur qui je me suis appuyée pour refaire le site internet, refaire la charte graphique. Voilà, en fait je pense à toutes les personnes à qui on peut faire appel en tant que freelance, pour des projets ponctuels ou pour des petites choses. Honnêtement, c'est important. Bon, il faut trouver les bonnes personnes, mais une fois qu'on a trouvé les bonnes personnes, c'est vraiment un gros plus, je trouve, dans la vie d'entrepreneur. Et l'autre leçon, c'est toujours faire attention à l'équilibre. Équilibre vie pro, vie perso, santé, équilibre mental, etc. Puisque un moindre dérèglement, en tout cas chez moi, fait que je peux perdre pied, rechuter un peu dans mes problèmes d'angoisse, etc. Donc ne jamais le prendre pour acquis. Ce qui est un peu mon cas, je vous avoue que jusqu'à cet été, j'avais pris un peu pour acquis que ça y est, j'avais le bon équilibre, etc. En fait, pas tant que ça. Ça s'est vite redéréglé cet été et cet automne, et du coup, il faut faire attention à ça absolument, même si... c'est jamais acquis. Alors, ensuite, on va passer aux questions sur l'entrepreneuriat. Alors, as-tu trouvé un rythme de travail qui te correspond ? Je dirais que oui et non.
J'ai à peu près mon heure de début de journée qui est toujours la même, c'est-à-dire que souvent je commence à travailler à 9 h. C'est rare que je commence avant. Et je peux finir à travailler à 19 h, mais je peux finir aussi à 17 h, enfin ça dépend un petit peu, c'est assez changeant. Mais j'ai quand même certaines périodes qui se trament, c'est que j'arrive rarement à commencer à travailler avant 9 h. Le début d'après-midi, je suis pas top au niveau de la concentration, etc. Et je reprends beaucoup d'énergie et je travaille bien de 17 à 19-20, quoi. Voilà. Et la matinée, évidemment. Donc voilà, en fait je pense que c'est changeant. Voilà, c'est un rythme de travail qui me va. À la fin de l'année, juste après ma période où ça allait pas trop cet automne, j'avais remis de ne plus retravailler le week-end, puisque j'avais un peu... je m'étais un peu laissée aller à retravailler le week-end. Donc j'essaye de m'y tenir, même si c'est compliqué de ne pas travailler le week-end. Honnêtement, ne serait-ce que vis-à-vis des réseaux sociaux, c'est compliqué. Donc voilà, j'essaye de faire au mieux, voilà, au mieux de mes capacités, et j'essaye d'adapter aussi à mon emploi du temps. Te fixes-tu des objectifs professionnels ? Donc vous m'avez mis CA, organisation, etc. etc. Oui, je me fixe des objectifs de gros projets de l'année. Donc je vous les listerai dans les projets 2024, mais en gros je liste les gros projets de l'année en fonction du temps qu'ils vont prendre. Donc je les répartis sur le calendrier. Par exemple, je sais là sur quoi je dois travailler en ce moment, je sais sur quoi je vais travailler en avril, je sais sur quoi je vais travailler en août, etc. Donc ça je le liste, et le chiffre d'affaires, ben ma foi, ça moi je suis pas très forte à tous ces trucs là. Donc je me dis, si je fais à peu près aussi bien que l'année dernière, c'est bien, voilà. En fait, je pense que c'est plutôt ma comptable en fait qui me dit ce serait bien que tu fasses pas en dessous de temps, tout en étant réaliste évidemment. Donc ma foi, moi je me fixe plutôt un objectif de CA minimum. Si je le dépasse, tant mieux. Sinon, c'est pas grave. Le minimum, en fait, ça représente tout ce que j'ai besoin pour vivre l'année, et tout ce que j'ai besoin pour développer mes produits à l'année. Voilà. Donc je fonctionne comme ça, je sais pas si c'est la meilleure façon de faire, mais ma foi, j'ai pas suivi de formation de stratégie d'entreprise ou de stratégie financière, et donc je fonctionne comme ça, et pour l'instant ça fonctionne pas trop mal. Quoi qu'il en soit, sur cette liste de choses que je prévois de faire sur l'année en tant que projet, généralement je mets 2 gros projets et des petites choses. J'arrive rarement à tout faire. Il y a souvent des choses que je reporte d'une année sur l'autre, puisque moi-même, en étant le plus réaliste possible, j'arrive encore à me tromper et à penser que je vais tout faire, parce que souvent je prends pas tellement en compte, et ça mais c'est compliqué à quantifier en termes de temps, hein, mais je prends pas tellement en compte le temps que va me prendre la communication, les réseaux sociaux, la création de contenu. Et je prends pas aussi en compte les événements de la vie. Voilà, par exemple, j'ai prévu de travailler le mercredi après-midi. Il se trouve qu'en fait je dois aller chercher mon beau-fils parce que Gilles ne peut pas aller chercher à l'entraînement de foot. Finalement un pote passe, finalement on invite des gens le soir, faut faire à manger, machin. Donc en fait il y a toujours des aléas dans la vie qui font que on est coupé sur ce qu'on avait prévu de faire, et donc des fois on se rend pas compte de à quel point ça va nous décaler dans nos objectifs. Donc des fois ça arrive que je me lance plein de gros projets, mais j'essaye quand même d'être réaliste sur les très gros projets. Et après, j'en reporte certains, je réévalue mes priorités sans arrêt pendant l'année pour quand même maintenir à flot mes projets. Quel est le pourcentage de chaque activité ? Donc là, vous me demandiez quel est mon temps de création, mon temps dédié à l'administratif, etc. Je dirais que c'est vraiment compliqué à quantifier, surtout que maintenant, je ne suis plus toute seule, vu qu'il y a Gilles qui m'aide. Mais je pense que la question qui vous intéresse le plus, c'est quel est mon temps de création. Je dirais qu'il est plutôt de 30-40%, sachant que dedans je compte 20% de peinture et 20% de graphisme, c'est-à-dire de travail créatif sur ordinateur. La mise en page, la retouche, le scan, les designs de produits, de création d'un nouveau mug, ce genre de choses, de packaging, d'étiquettes, de cartes de visite, de tous ces trucs-là, en fait, il faut les refaire tout le temps. Donc voilà. Et sinon, moi j'ai quand même, à mon avis, 40% de réseaux sociaux sur mon temps de travail.
Et le reste, après, je participe à la création de produits parce qu'il y a des fournisseurs que j'ai gardés. Je manage, si je fais appel à des freelances, il faut que je fasse des réunions, il faut que je donne les ressources, donc il faut que j'écrive, il faut que je fasse des photos, etc. etc. Donc finalement, ça plus ça plus ça plus ça plus ça plus ça, je passe pas du tout mon temps à faire de la création, ce qui est bien dommage, hein, j'aimerais ne pouvoir faire que ça. Mais bon, bah écoutez, c'est comme ça, hein, c'est la réalité du métier, de la façon dont j'ai choisi de le vivre, parce que il y a des illustrateurs qui ne font que créer, mais qui passent par un agent et qui n'ont pas leur création sur leur site internet, mais qui ne font que des collabs avec des marques, donc ils n'ont pas de logistique, de service client, de choses comme ça à gérer. Donc après, c'est des choix. Voilà, moi je suis plutôt contente d'avoir organisé mon entreprise comme ça me convient bien. C'est assez varié au niveau des tâches. Et peut-être qu'un jour, d'année en année, je vais essayer d'optimiser pour faire de plus en plus de créations, peut-être déléguer des choses, etc. Mais bon, pour l'instant, c'est comme ça. Alors, comment t'organises-tu par rapport aux dates de sortie de tes différents produits ? Eh ben écoutez, tout ça c'est conditionné par mes fournisseurs en fait. C'est-à-dire que maintenant ça fait plusieurs années que je fais des livres, ça fait plusieurs années que je fais des mugs, je fais des puzzles, que je fais de la papeterie, etc. Donc je sais à peu près le temps que prennent les produits pour se créer, entre le moment où on prend contact avec le fournisseur et le moment où on signe le devis et le moment où on reçoit le produit. Sachant que souvent au milieu il y a des prototypes. Donc, je tiens compte de ça, c'est-à-dire que le mug d'automne et le mug d'hiver, par exemple, je les fais. Je dois commencer à travailler dessus en avril-mai. Voilà, en avril-mai, je prends contact avec mon fournisseur de mugs. Je lui dis, voilà, cette année, j'ai envie de faire ça pour l'automne, ça pour Noël. Parce que je fais Noël et l'automne en même temps, parce qu'en fait, après, je n'ai plus le temps. En fait, à partir de l'été, tout s'accélère et c'est un rouleau compresseur. Donc il faut que je pense mes designs à ce moment-là, et il faut que je signe mes devis à ce moment-là. Donc c'est à ce moment-là en fait que je décide de la quantité de mugs que je vais produire. Donc c'est pour ça que je ne peux pas faire de précommande sur les mugs, c'est-à-dire qu'il faudrait que je vous fasse précommander le mug d'automne et de Noël au mois de mai, quoi. Donc personne n'est dans l'automne-hiver à ce moment-là. Donc c'est pas possible en fait. En plus moi du coup derrière je paye un acompte de la quantité. Donc en fait je peux pas, si vous voulez, quand le mug il sort en septembre, il n'y a plus rien qui est possible de faire. Il n'y a pas de retirage possible avant des mois parce que c'est des périodes en plus où les fournisseurs ils sont ultra chargés, il n'y a pas que moi comme cliente. Et donc ils ont plus de place en fait. Donc c'est pour ça que je m'y prends tôt. Et cette année j'ai peut-être essayé de m'y prendre encore plus tôt parce que mon fournisseur ferme en août. 2 semaines et à chaque fois ça le fout dedans niveau délai, il est en retard. Donc voilà, donc tout est conditionné par mes fournisseurs, par exemple pour la carterie et les affiches, etc. Généralement c'est 1 semaine ou 2, donc je suis beaucoup plus flexible, je peux y prendre un peu entre guillemets au dernier moment, même si pour l'automne-hiver, pareil, je m'y prends super tôt. Mais là par exemple pour la collection d'hiver, j'ai rendu les fichiers cette semaine. Je suis un petit peu en retard, j'avoue. Mais bon, je suis pas 1 semaine près, en fait, je vous ai dit que ça sortirait fin janvier, mais en même temps je me dis fin janvier, on n'a plus de sous, c'est un peu la morosité ambiante, j'ai 2 fournisseurs qui sont en retard, donc ce sera peut-être début février. J'ai appris aussi à moins me stresser sur les délais, et à être plus forte aussi vis-à-vis de la pression que vous me mettez pour sortir les choses. C'est-à-dire que par exemple sur le mug d'hiver, j'ai tous les jours, plusieurs fois, des messages privés qui me disent quand c'est qu'il sort le mug d'hiver, quand c'est qu'il sort le mug d'hiver. Avant, ça me stressait, ça me mettait la pression. Maintenant, je suis plus là à vous dire, écoutez, il est prévu pour telle date ou telle période. Je dis plus de date d'ailleurs, je dis des périodes. Comme ça, vous savez, sans me mettre la pression. Moi, en tout cas, je peux pas faire mieux que ce que je fais là, donc je me suis un peu détendue sur ce genre de choses. Mais donc, par rapport à comment je m'organise par rapport aux dates de sortie des produits, en fait, je dois m'y prendre très tôt, et c'est pour ça que je pense tout ça en janvier, fin décembre, début janvier, pour l'année qui vient, pour pouvoir m'organiser, pour être dans les temps, pour les choses que je veux vraiment sortir. Par exemple, je sais que si je veux sortir un calendrier, il faut qu'il soit fini en juin, parce que après il y a la précommande en août et l'impression en septembre. Donc vous voyez, ça me force en fait à mettre des dates et des deadlines à la création de mes projets. Mais c'est pas plus mal en fait, parce que moi si j'avais 0 contrainte, je pense que je ne serais pas aussi efficace. Donc moi d'avoir des contraintes de date,
et ben ça me force à me faire un rétro-planning et à me répartir mon travail dans le temps, et du coup après à pouvoir sortir mes projets. Et écoutez, ça marche plutôt bien pour moi, j'arrive à peu près à sortir tout ce que je prévois à chaque fois, sauf certaines choses qui sont plus secondaires, hein, je pense aux livres en anglais ou ce genre de choses, mais j'arrive à peu près à tenir la cadence que je veux pour mon travail. Il y en a une de vous qui m'a demandé combien de temps ça a pris pour que ça roule avec l'ESAT. Donc vous savez, l'ESAT, c'est un établissement de travail qui fait travailler des personnes en situation de handicap. Donc c'est eux qui gèrent mes commandes, ma logistique, c'est eux qui préparent mes commandes, qui font mes lots, etc. Bah écoutez, moi j'ai fait appel à eux 2021. J'ai commencé en 2021, donc c'était l'année de la sortie de mon hiver cosy. Et ça a été je dirais que ça a pris peut-être 2-3 mois à ce que ça roule à fond, super bien. Et surtout, bah, ça a pris vraiment 1 an, je pense, pour qu'ils se rendent compte de ce que c'est qu'une période avec un lancement de livre, une période avec un lancement de mug. Maintenant, on sait à peu près que, par exemple, quand on lance une nouvelle collection, il y en a minimum pour 2 semaines de travail à fond, c'est-à-dire où ils font 300 commandes par jour. Donc, dans ces périodes-là, en fait, le chef d'atelier, il va recruter dans les autres ateliers des personnes pour doubler les équipes, voire tripler les équipes pour qu'on puisse absorber tout ce surplus de travail. Et dans les périodes plus calmes, paf, les personnes sont réhabilitées dans leurs ateliers. Et moi, même, j'ai des périodes là, par exemple, quand on a réouvert en janvier, qu'il n'y avait pas de nouveautés, voilà, tout le monde était sorti de Noël, etc. On avait quelques commandes par jour, je sais pas, entre 10 et 30. Et ben là, ça ne nécessite pas de mobiliser toute l'équipe toute la journée. Donc du coup, le chef d'atelier, il sait que dans ces périodes-là, parce que les périodes de creux sont à peu près tout le temps les mêmes en fonction de mes sorties, et ben à ce moment-là, il sait qu'il peut mettre ces personnes-là aussi sur d'autres travaux, avec d'autres clients, parce qu'il y a d'autres choses à gérer, je suis pas la seule cliente de l'ESAT. Et nous, tout roule, quoi. En fait, on a mis en place tout un système de renvoi aussi quand il y a des erreurs de commande, de comment on vérifie les commandes, à chaque fois, on a amélioré les process, en fait, si vous voulez, d'année en année. D'année en année, en fait, on fait des réunions à la fin de l'année où on a noté tous les problèmes qu'il y a eu pendant l'année pour comment les optimiser, comment les éviter, voilà, pour à chaque fois que le travail roule mieux. Et maintenant, ça roule super bien. C'est Gilles qui a repris leur relation avec les AT, puisqu'il s'entend super bien avec eux. Moi aussi, hein, je m'entends super bien avec eux, mais en fait, je peux pas tout faire, donc il y a des choses qu'il faut que je délègue. Et lui, il s'en sort super bien. Et au passage, j'en profite pour remercier Oriane et Guillaume, qui sont Oriane qui est la monitrice éducatrice qui gère mon atelier, et Guillaume qui est le chef de tout le bâtiment, parce que leur implication personnelle fait beaucoup, je pense, à la réussite de notre collaboration. Je pense aussi à Barbara qui vient aider de temps en temps, et à Gwen. Puisque je pense qu'au-delà d'une question d'organisation, c'est aussi une question de personnes et de façon dont est organisé l'ESAT en lui-même. Et je crois savoir, de ce que m'a dit Guillaume, que tous les ESAT ne fonctionnent pas de la même manière, tous les ESAT n'ont pas les mêmes budgets ou les mêmes manières d'être organisés en interne. Et du coup, je pense que ça peut jouer, en fait. C'est-à-dire que je pense qu'on ne peut pas comparer mon ESAT à l'ESAT de quelqu'un d'autre, puisqu'ils ne sont pas organisés pareil, ce ne sont pas les mêmes personnes. Il y a vraiment une question de personnalité aussi, hein. La monitrice éducatrice avec qui on travaille, elle est hyper impliquée, elle adore tout ce qu'on fait, elle a beaucoup de conscience professionnelle, et du coup elle s'implique beaucoup personnellement, et donc je pense que ça joue aussi. Les conditions aussi de l'ESAT au niveau de comment sont traités les handicaps, comment sont réparties les tâches, etc. Je pense que ça compte aussi. Donc en fait, c'est un ensemble de plein de choses. Mais dans tous les cas, ça prend plusieurs mois, puisqu'il faut que tout se cale, en fait, c'est comme une relation amoureuse, hein. Faut qu'on apprenne à se connaître, faut qu'on apprenne à connaître les défauts, les inconvénients, les fonctionnements de tous, pour après que tout le monde s'adapte à tout le monde. Et moi, maintenant, dans la création de mes produits, je pense aussi à comment va être envoyé le produit avant même que je le crée. Comment va être conditionné le produit avant même que je le crée, parce que je pense à l'ESAT aussi, à quel moment on va les impliquer. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je dois prendre en compte aussi dans mon temps d'organisation de sortie des produits. Par exemple,
quand je sors une nouvelle collection ou des nouveaux produits, je sais qu'il faut que je prévoie de les recevoir 2 semaines, voire des fois plus, avant de les mettre en vente, puisqu'il faut qu'après les aient le temps de les emballer, ou de faire des lots, ou de rajouter les marque-pages, par exemple pour les livres, rajouter les marque-pages, les cartes, mettre dans le pochon. Vous voyez, c'est des choses, tout ça, qu'il faut que je prenne en compte dans le temps d'organisation pour la sortie de mes produits. Donc maintenant, j'ai pris le réflexe de le faire, mais c'est vrai qu'au début, c'était pas facile. Hein. Ça a été toute une gymnastique d'apprendre à anticiper autant les choses. J'aimerais bien ne pas avoir à autant anticiper, mais bon, bah c'est comme ça, hein. Si on veut que les choses sortent, il faut s'organiser pour. Comment gérer les doutes tout au long de l'année? Alors là, c'était pas trop précisé, mais j'imagine que c'est peut-être les doutes liés au pro. Je savais pas trop comment gérer cette question. Moi, j'ai pas trop de doutes professionnellement. Comment dire? En fait, il y a quelques années, je m'étais fait un vision board de comment je voyais ma vie, en fait, en tant que créatrice. Alors, c'était pas quelque chose où je disais cette année je vais faire ça, cette année je vais faire ça, mais plutôt ma ligne directrice globale. Qu'est-ce qui m'animait vraiment, qu'est-ce que je voulais que les gens ressentent avec mes créations, etc. Et c'est quelque chose que du coup je regarde souvent pour me rappeler ce que j'aime, ce que je veux évoquer, le cœur de mon travail, le cœur de mes illustrations, de ce que je veux véhiculer, mes valeurs. Et ça me remet dans le droit chemin régulièrement quand je doute, en fait. Par exemple, quand j'ai l'impression d'être... je sais pas, j'ai des périodes où j'ai l'impression d'être nulle sur les réseaux sociaux. Enfin, comme tout le monde, j'imagine. Et ben après, je me dis, ok, en fait, je reprends ce truc-là et je me dis, mais en fait, c'est pas très grave. Parce que le cœur de ton métier, c'est pas d'être influenceur. C'est pas d'être la meilleure sur les réseaux sociaux. C'est de faire des bonnes créations, c'est de faire des beaux livres, des bons livres, intéressant, etc. Et ça me recentre sur le cœur de mon métier, en fait. Mon métier, c'est pas de travailler sur les réseaux sociaux, mon métier, c'est de faire ces créations-là. Et après, le reste en découle. Mais le cœur, c'est ça. Et donc, c'est ça qu'il faut pas perdre à l'esprit et que je me rappelle régulièrement, et qui fait que je ne redoute pas trop pour le reste. Et puis surtout, ce qui me fait plus douter, moi, c'est mes problèmes liés aux angoisses. En fait, ce problème lié à la santé mentale, c'est plus ça qui me fait douter que mes problèmes professionnels. Et pour moi, mon défi dans la vie, c'est d'être sereine vis-à-vis de ces problèmes d'angoisse. C'est quelque chose qui pour moi est plus dur et plus challengeant, et c'est vraiment un défi de vie, plus que de réussir mon entreprise, vous voyez. Et du coup, ça remet, ça remet les choses un peu à leur place, quoi. Me revoilà. En fait, on est 2 jours plus tard, et oui, je me suis refait des couettes, mais parce que c'est une coiffure pratique en ce moment, parce que je ne supporte plus mes cheveux. Et je vais dans le coiffeur. Je vais chez le coiffeur dans 10 jours, je crois. 1 semaine, 10 jours, enfin je sais plus, j'ai pris rendez-vous. Je vais me refaire un carré, parce que là, je ne supporte plus mes cheveux, je ne fais que les attacher. Donc oui, j'ai été coupée vendredi parce que je devais aller chez ma psy. Après, j'ai eu un pote qui est arrivé. Après, le soir, on a vu des amis. Après, le lendemain, on avait les enfants. Et bref. Donc là, je profite du fait que Gilles et les enfants soient au ski pour continuer ma vidéo, puisqu'on est dimanche et que j'avais dit qu'elle sortirait ce week-end. Bon, je m'y suis pas tenue, mais en fait, je me suis... Comment dire ? Habituellement, ça m'aurait vraiment travaillé de pas la sortir quand je vous ai dit que je la sortirais. Là, j'essaye de lâcher prise un peu sur ces choses-là, de pas me mettre de la pression inutile. Je veux dire, je pense que ça change pas grand-chose qu'elle sorte 2 jours avant, 2 jours après. C'est pas vital comme vidéo. Donc, j'essaie de m'enlever une petite pression vis-à-vis de ça. Bon, reprenons. Où en étions-nous ? Donc, on avait fait le bilan 2023. On a fait les questions sur l'entrepreneuriat. Et du coup, on va enchaîner sur les projet 2024. Quand sortira mon été cosy et où en es-tu ? Alors, mon été cosy sortira en 2025. Vous allez comprendre pourquoi quand je vais vous expliquer mes projets de l'année.
Et où j'en suis, normalement il devait sortir cette année. Donc l'année dernière, j'avais quand même commencé à travailler dessus. Je dirais que j'ai fait à peu près 35% du livre. Je prévois qu'il fasse à peu près 80 pages. Mais je sais pas trop encore comment je vais les articuler parce que il y aura une particularité dans ce livre-là. Donc, je peux vous montrer des images là de choses que j'ai déjà faites sur ce livre-là. Des choses que j'ai déjà peintes, que je vous ai déjà montré l'année dernière, mais bon, ça vous rappelle un petit peu les choses. Et je suis super contente du travail que j'ai fait sur mon été cosy, parce que tant que j'étais dans le mood d'été, ou dans le mood en tout cas des beaux jours, j'étais très inspirée par mon été cosy, même si je pense que sur les 4 saisons, c'était la saison où j'avais le moins de choses à dire. Mais finalement, j'ai réussi à trouver un angle où je suis inspirée. Il y aura des inspirations de la Provence, il y aura peut-être des inspirations de la Bretagne, je sais pas encore trop comment je vais l'ajouter, il y aura du cosy évidemment, et j'espère qu'il vous plaira. En tout cas, je suis très excitée, je vais reprendre en partie ce projet cette année, mais il sortira en tout cas qu'en 2025, et il sera accompagné, comme d'habitude, de toute une collection. Donc, il y aura un mug d'été, il y aura une bougie normalement, enfin voilà. Je vous en dis pas plus, mais au moins vous êtes au courant. Vas-tu refaire un calendrier? Eh ben oui, à l'heure d'aujourd'hui, je pense que je peux gérer mon gros projet de cette année, plus le calendrier, plus le livre d'été. Donc déjà, le calendrier, c'est un projet que j'ai adoré faire l'an dernier, qui m'a procuré beaucoup de plaisir créatif, beaucoup de défis créatifs aussi, mais je suis vraiment contente du résultat auquel je suis arrivée, et j'ai envie d'encore l'améliorer. Donc je pense que dans un mois ou deux, je vous poserai peut-être des questions sur qu'est-ce que vous pensez qui peut encore être mieux sur ce calendrier, des petites infos que j'ai pas mises, ou ce genre de choses. Mais en tout cas, après mon projet créatif là que je vais faire en début d'année, et qui sortira à la fin de l'année, je vais enchaîner sur le calendrier, et après j'enchaînerai sur la suite de mon été cosy. Ce qui est déjà ambitieux. Mais bon, du coup le calendrier, je vais essayer du coup de le faire comme pour l'an dernier, de le faire précommandé en août, pour que tout le monde puisse avoir son exemplaire, et en mettre quelques exemplaires à la fin de l'année, mais comme ça vous êtes prévenus du fonctionnement qui aura lieu, parce qu'en fait en août mon site ferme, puisque l'ESAT ferme, donc il n'y a plus d'envoi, donc je me dis que c'est le bon moment là pour faire une préco sur le calendrier. Et vous allez me dire, mais pourquoi tu mets pas le mug d'automne? Parce qu'en fait, à ce moment-là, il est déjà commandé le mug d'automne. Je vous avais dit que je le commande en mai. Et puis c'est compliqué de gérer plusieurs produits en précommande pour les AT. Ça, je vous l'avais déjà dit, la précommande c'est quelque chose de difficile à gérer pour les AT, puisqu'il faut qu'ils gèrent en même temps les commandes qui se sont passées au jour le jour. Du coup là c'est vrai que de les faire quand le site ferme, ça leur permet, on peut faire un fichier global, et ils arrivent mieux à gérer comme ça, si vous voulez. On peut extraire ce fichier là des commandes, et ils ne font que ça, que le calendrier à côté du reste des commandes, mais du coup ils font 2 équipes, et sinon ce serait compliqué à gérer s'il y avait beaucoup d'autres choses en précommande. Donc voilà pour le calendrier, donc rendez-vous en août, je l'espère. En tout cas j'ai déjà décidé de ce que je vais faire dedans, donc je suis contente. Alors, parlons peu, parlons bien. Quels sont les projets 2024 et dans quel état d'esprit je suis pour ces projets-là? Écoutez, j'ai une dualité en moi. À la fois je suis méga excitée parce que chaque projet m'excite, ouais, j'ai des idées, j'ai envie de m'y mettre, j'ai envie de le voir naître, etc. Et en même temps, si je les mets tous bout à bout, la masse que ça représente sur l'année me fait un peu peur, et je me dis que j'espère que j'aurai l'énergie de mener tous ces projets à bien, parce que quand je les prends comme ça en masse, ça me fait un peu flipper. Mais bon, du coup il faut pas faire ça, il faut les prendre un à un. Et puis si jamais on n'y arrive pas, on reporter, hein, c'est comme ça, de toute façon on ne peut pas se démultiplier, hein, les journées font 24 heures, donc à un moment donné il faut faire des choix. Donc, quels sont mes projets de cette année? Alors, mon gros projet de l'année, c'est un projet que je ne vais pas faire seule. Vous le savez, ça fait quelques années en fait que je suis démarchée par des maisons d'édition. Et j'ai fini par dire oui à une maison d'édition. Ça s'est fait sur le temps long, c'est-à-dire que la personne m'a contactée à Noël l'année dernière. Et j'avais été déjà en contact avec d'autres maisons d'édition, mais là la prise de contact m'a beaucoup plu, puisqu'elle avait l'air personnelle et spontanée par l'éditrice.
Et du coup, on a commencé par se faire une visio, on a échangé, on s'est vu au printemps. Ensuite, on a mis longtemps pour négocier le contrat, puisque c'était la première fois qu'il bossait avec quelqu'un qui faisait de l'auto-édition. Et au niveau des droits que je vais leur céder, de la façon dont vont être gérées les choses, c'est plus complexe qu'un contrat normal d'une personne qui n'a aucun autre contrat ou qui ne commercialise rien à côté de ce qu'elle fait avec une maison d'édition. Donc moi, je me suis fait accompagner d'une avocate pour pouvoir bien gérer tout le contrat, pièce par pièce, point par point, etc. Et on s'est mis d'accord, et j'ai signé mon contrat là à la fin de l'année. Donc vous voyez, le temps était très long entre le moment où on a pris contact, le moment où on a décidé du projet qu'on allait faire, le moment où on a négocié le contrat, négocier aussi ma rémunération, mais négocier aussi tous les points du contrat sur les droits, les cessations de droits, etc. Et donc là, on est arrivé à un accord à la fin de l'année, j'ai signé mon contrat, et du coup, je vais commencer le projet là, en janvier, fin janvier, et c'est un projet que je dois rendre fin mai, et qui va sortir à la fin de l'année. Donc vers octobre, je pense, pour les fêtes. Et c'est pas un projet sur Noël, mais c'est un projet qui ne va pas vous étonner, puisque c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé. Donc c'est un livre. C'est quelque chose dont j'ai déjà parlé et que vous attendez, donc je pense que ça vous plaira. Et je tiens à vous rassurer tout de suite, c'est moi qui fais la mise en page, donc il ne sera pas différent de ce que je fais d'habitude. C'est juste qu'il sera plutôt géré de manière différente, mais pour vous, je pense que ça changera rien. La seule chose qui changera, c'est qu'il sera commercialisé qu'en librairie dans un premier temps, puisque, quitte à tester l'édition traditionnelle, autant le faire pleinement. C'est-à-dire autant jouer le jeu à fond et ne tester que cette manière de commercialiser une œuvre. Et alors je vois venir la question de pourquoi tu restes pas indépendante, etc. En fait, je ne change rien à ce que je fais d'habitude. C'est-à-dire que je vais continuer à faire mes livres en auto-édition, je vais continuer à sortir des produits, etc. C'est juste pour ce livre-là, j'ai envie de tester une fois dans ma vie de le faire avec une maison d'édition. Parce que c'était un rêve d'enfant aussi de travailler avec une maison d'édition. Alors même si mon regard sur les maisons d'édition a changé maintenant que je fais moi-même des livres, mais une fois dans ma vie, j'ai envie de tester à fond, de faire ça, pour mon kiff personnel, et j'espère que du coup ça vous plaira. Donc je pense que j'aurais pas trop le droit d'en parler, faut que je me mette d'accord avec eux sur tout ça, de vous dire exactement ce que c'est, etc. Donc on va l'appeler le projet secret, mais enfin vous savez que là je vous en ai déjà parlé, vous savez que ça va venir, vous savez que c'est avec une maison d'édition, et je vous dévoilerai plus de détails au fur et à mesure. Je pense que vous verrez quand même passer peut-être des illustrations ou ce genre de choses. Donc voilà, et donc c'est pour ça que j'ai reporté mon livre d'été, c'est parce que je ne peux pas sortir 2 livres dans l'année. Au niveau travail, c'est trop compliqué. Donc je suis très excitée par ça. Je m'entends super bien avec les personnes avec qui je vais travailler à la maison d'édition. À savoir que c'est des personnes qui aiment mon travail à la base et qui ne veulent surtout pas le dénaturer. Donc ils veulent que ça reste du moi. Et donc qui ont accepté toutes mes conditions pour que je continue à faire du moi, mais avec eux pour ce projet-là. Donc voilà, c'était ma grande nouvelle. Je suis contente. Donc il y aura ce projet-là qui sort à la fin de l'année. Il y aura le calendrier, donc ça va déjà m'occuper tout ça tout le printemps. Il y a bien sûr à la fin du mois la collection d'hiver avec un nouveau mug, des affiches, de la carterie, etc. Il y aura quelques nouveaux produits au printemps. Alors pourquoi il n'y a pas beaucoup de produits au printemps? Parce qu'en fait il a fallu que je fasse des choix sur le temps que j'allais consacrer à telle saison ou tel projet. Et cette année c'est le printemps que j'ai sacrifié entre guillemets, parce qu'il y aura quand même des nouveaux produits, des choses qui j'espère vous plairont, que j'essaie de faire avancer en ce moment. Mais pas beaucoup de choses. En même temps, le livre de printemps est sorti l'année dernière, donc il est relativement frais, entre guillemets, mais il n'y aura pas de nouveau mug. Si, le livre, je vais le ressortir avec le nouveau papier, et je vais essayer d'adapter la couverture comme j'ai fait pour l'automne et l'hiver. Donc, mais à part ça, pas beaucoup de nouveautés. Et en même temps, encore heureux, puisqu'en fait je vais avoir tellement de travail créatif au printemps que je peux pas tout faire. Il faut que je fasse des choix, donc ce qui explique que le printemps va un petit peu passer à l'as cette année, mais j'essaierai de faire quelque chose pour l'année prochaine. Il y aura bien sûr des nouveaux produits cet automne, donc j'aimerais bien faire un mug d'automne et un mug d'Halloween. Et pour le mug d'automne, honnêtement, je me pose la question, puisqu'en fait, le mug Starzolo,
il a eu une vie exceptionnelle ce mug-là, c'est-à-dire que normalement mes mugs restent en stock 1 an, et c'est ce mug-là en particulier qui n'est pas resté en stock 1 an. Je pense que ce n'est pas lié à la popularité de mes mugs en général, je pense que c'est ce mug-là qui vous a particulièrement plu, puisque le mug de Noël par exemple, je ne l'ai pas écoulé en 3 semaines. Et c'est le mug en plus d'il y a 1 an. Donc pour moi c'est un cas particulier ce mug et c'est pas une généralité. Et c'est pour ça que pour ce cas particulier, j'hésite quand même à vous le ressortir puisque j'ai pas aimé en fait la façon dont ça a généré de la frustration chez vous. En l'occurrence moi j'étais impuissante puisque je ne pouvais pas en recommander. Et à la base, j'avais pas prévu d'en recommander. C'est pas dans ma nature de refaire les mugs que j'ai déjà fait, mais celui-là, j'ai l'impression qu'il est quand même particulier, et donc j'hésite en fait à vous le ressortir cet automne. Par contre, celui d'Halloween serait inédit. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous auriez espéré un inédit? Bon, j'imagine que oui pour ceux qui l'ont déjà, mais pour ceux qui ne l'avaient pas, voilà, bon, dites-moi, j'avoue que peut-être que pour celui-là je ferai une exception et je ferai un retirage. Sachant que cet automne, il y aura sûrement un nouveau thé, puisque je compte sortir un thé par saison, et donc je vais encore m'associer au Jardin Mademoiselle. Donc là, on a commencé un petit peu à se mettre dans le projet, parce qu'il faut qu'on s'y prenne tôt, pour le packaging, pour les goûts, pour tester, etc. Donc là, on est un peu dans la conception de la recette. Donc je leur ai dit tout ce que j'aimais dans un thé d'automne, tout ce que je n'aimais pas. Par exemple, je n'aime pas quand il y a du chocolat. Voilà, c'est personnel, hein. Pourtant j'adore le chocolat, mais j'aime pas ça dans le thé. Et on est en train de concevoir la recette, elles vont me proposer 3 recettes, moi je vais commencer à réfléchir au packaging, et on va tout décider ça pareil en début d'année, pour que ce soit prêt en septembre. Donc vous voyez, j'ai un début d'année qui est costaud, costaud. Pour Noël, pour l'instant, je n'ai rien prévu, si ce n'est que je ressortirai le thé, puisque je pense que mes thés de saison reviendront chaque année, mais que à la saison donnée. Mais bon, je suis pas à l'abri de ressortir des nouveaux produits aussi, mais ça je verrai un petit peu selon les opportunités pendant l'année. En tout cas, j'ai du mal à me projeter sur Noël de l'année prochaine, sachant que j'ai mon livre, du coup, qui va sortir en librairie à la fin de l'année, et je pense que ça va m'occuper. Je sais pas trop si je vais devoir faire des dédicaces ou ce genre de choses, donc je me projette pas trop sur Noël cette année. En tout cas, c'est pas sur Noël que je vais mettre l'accent à fond cette année, ça c'est sûr. Et en l'occurrence, il faut bien que je fasse des choix sur les projets que je mène, pour quelle saison je les mène, et si c'est des mugs, si c'est des livres, si c'est de la papeterie, etc. Et au milieu de tout ça, il faut que je continue mon livre d'été. Donc autant vous dire que moi, mon année, elle me paraît déjà chargée, avec très peu de flexibilité. Et en même temps, c'est super excitant, et en même temps, des fois, ça fait peur. Mais bon, je sais que j'y arrive toujours, donc j'y arriverai. Vous me demandez si je vais faire un agenda, j'aimerais beaucoup, mais alors cette année je pense que c'est impossible, donc ce sera une autre fois. Mais je continue quand même de garder ce projet en tête, je note des idées régulièrement, etc. Vous me demandez aussi où en est les livres en anglais. Alors, les livres en anglais, l'automne et l'hiver sont traduits, l'automne et l'hiver sont déjà remis en page en anglais. Mais vous savez qu'entre temps j'ai fait corriger la traduction, puisque j'avais pas pensé mais il faut le faire, donc il faut que je les corrige, et surtout il faut que je voie toute la partie légale pour les commercialiser à l'étranger. D'ailleurs, sur cette question-là, est-ce que quelqu'un de vous s'y connaît dans comment vendre un livre à l'étranger? Est-ce qu'il faut faire un dépôt légal, je sais pas, à la bibliothèque du Congrès aux États-Unis? Comment marche le numéro ISBN? Ou je fais tout comme si je le faisais en France, juste je le commercialise à l'étranger? Mais du coup, c'est vrai que vu que je ne suis pas une maison d'édition classique, je sais pas trop comment ça fonctionne. Donc si jamais l'un d'entre vous sait comment ça fonctionne, je suis prête à collaborer avec quelqu'un qui pourrait me conseiller, voilà, faire du freelance ou je ne sais pas, pour m'aider à mener ce projet. En tout cas, il a bien avancé. Mais il nous manque, vous voyez, ce petit truc pour finir, pour finaliser et pour commercialiser. Et c'est vrai que c'est pas un projet ultra prioritaire, et c'est quelque chose qui prend un peu de temps quand même. Donc je le fais un peu passer à l'as chaque année, mais en fait ça fait déjà 2 ans qu'ils sont traduits ces 2 livres, et il faut vraiment que je les sorte à l'étranger, j'aimerais beaucoup en tout cas. Donc voilà, si quelqu'un peut m'aider, écoutez, je suis ouverte à la discussion, écrivez-moi. Est-ce que tu as des dédicaces prévues cette année? Écoutez, j'en ai aucune de prévues,
Mais je me dis que peut-être avec la sortie du thé d'automne, peut-être que je ferai un tour au Jardin Mademoiselle à la fin de l'année. Enfin en tout cas cet automne. Mais je sais pas trop parce que j'ai beaucoup de projets. Et vu que la sortie du livre avec la maison d'édition sera à la fin de l'année, peut-être que ça va générer des séances de dédicaces. Mais je sais pas du tout encore quand, comment. Donc ça je vous en reparlerai. Est-ce qu'il y a d'autres types de vaisselle de prévus ? Pas pour l'instant, même si le succès de la grande coupelle de Noël me fait penser qu'une petite assiette à dessert vous plairait. Donc dites-moi si ça vous plairait, si ça vous intéresse. Mais pour l'instant, en fait, déjà sortir des mugs, ça me fait du travail. Voilà, un jour j'aimerais bien sortir une théière, c'est sûr. Mais après, la vaisselle c'est compliqué parce qu'il faut vraiment que vous ayez une utilité de la chose. Et un mug, c'est quelque chose qu'on achète facilement. Une théière, c'est déjà plus dur. Au niveau envoi, c'est plus compliqué, ça casse plus. Donc voilà. Mais enfin, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez, et moi j'y réfléchis derrière. Autre question, est-ce que tu as prévu de faire un album jeunesse ? Eh ben écoutez, je m'interdis rien, et je pense que quand j'aurai la bonne idée, la bonne histoire, je ferai un album jeunesse. Et j'aimerais bien aussi un jour faire une BD. Et je vous ai dit que j'aimerais bien aussi un jour faire un roman illustré, je pense, mais voilà, donc c'est des idées en l'air, de choses que j'aimerais bien faire. Après, je ne sais pas quand je les ferai. Il me faudra, je pense, le bon moment, le bon déclic, la bonne histoire. Mais voilà, tous ces projets m'intéressent en tout cas. Un Verveine 2 serait top aussi. Je sais que vous me le demandez souvent. Le fait est qu'avec Hélène, on a toutes les deux des projets chacune de notre côté. Hélène, en plus, elle travaille à côté, elle est vétérinaire. Donc c'est pas son métier principal d'être auteur. Du coup, au milieu de tout ça, on a du mal à caser ça, et on a du mal aussi à trouver la bonne idée qui va vraiment être pertinente pour ce livre-là. Une intrigue forte, vous voyez. Donc bon, on repousse, mais ça sortira bien à un moment donné, tout en sachant que je pense qu'on va rééditer Verveine là cette année, peut-être dans une plus belle édition, puisque à l'époque on avait fait avec les moyens du bord, mais là on va peut-être essayer de faire un peu plus de belles finitions, un beau papier, etc. Donc tout ça je vous en reparlerai. Sachant que moi je n'ai plus de verveine sur mon site, mais Hélène en a encore, donc si jamais vous le voulez, vous pouvez l'acheter chez elle. Quels sont les projets 2025 ? Alors vous êtes déjà à me demander les projets 2025, mais cela dit je peux quand même vous dire qu'il y aura l'été cosy. Et vous êtes pas mal aussi à me demander s'il y aura un coffret des 4 livres quand ils seront finis. Oui. Sachant qu'en plus mon imprimeur fait des coffrets. Donc on va plancher sur une idée de coffret pour pouvoir réunir les 4. Sachant que si vous les avez déjà, il faudrait qu'on puisse aussi le vendre peut-être séparément. Enfin, je pense qu'on fera les 2 versions. Bon, enfin, c'est loin. Donc on a le temps de voir venir, mais oui, c'est en projet en tout cas. Ensuite, vous me demandez quels seront les projets que je ferai après les livres de saison. Eh ben écoutez, j'ai plein d'idées, mais je ne sais pas vers laquelle je vais aller, sachant que j'aimerais peut-être me faire une année sabbatique. Ce que j'appelle sabbatique, je sais pas si j'arriverai à ne pas travailler du tout, puisque financièrement je sais pas si c'est viable, mais peut-être une année où juste pour recharger mes batteries pleinement, puisque j'ai l'impression quand même que ça me vide pas mal tous ces projets, et que j'ai jamais suffisamment de vacances pour me recharger pleinement à fond, vous voyez. Donc je sais pas, je sais que je vais faire d'autres choses, je vais faire des livres illustrés, ça c'est toujours mon credo. J'ai des idées dans le développement personnel, j'ai des idées dans la créativité, j'ai des idées dans d'autres choses, mais j'en ai aucune qui pour l'instant prend la place de projet suivant, et en même temps ça me paraît loin. Donc je vais laisser tout ça mûrir, et il y a bien un projet qui émergera, et on verra bien lequel ce sera. Mais en tout cas j'ai envie de continuer dans le fait de mêler l'aquarelle avec peut-être d'autres médias, de faire un peu du mix média. Donc voilà, c'est ce vers quoi je tends, donc je vous en reparlerai bien évidemment. Enfin, il y a l'un de vous qui m'a demandé comment je vois Caro Framoulant dans 10 ans. Ça c'est un peu la question des entretiens d'embauche. Je suis déjà bien heureuse d'être arrivée là où j'en suis Je me suis lancée en 2016, mais j'ai commencé à vraiment faire des créations en 2018. Ça fait 5 ans, entre guillemets, que l'entreprise a été lancée. Et je suis déjà contente de où j'en suis arrivée en 5 ans, donc dans 10 ans, je vous avoue que je sais pas du tout où j'en serai. Dans l'idéal, j'aimerais bien continuer comme ça. En fait, comme c'est actuellement, j'adore. C'est juste que le rythme est un peu effréné. Donc j'aimerais bien la même chose en plus cool, en un peu plus serein, et où j'ai plus le temps de vivre. Voilà.
Donc je vais tout faire pour, écoutez, c'est ce vers quoi je tends. Toujours cet équilibre vie pro, vie perso, mais où j'aimerais vraiment arriver à avoir plus de sérénité au quotidien. Parce que mine de rien, quand on est à son compte, on a quand même toujours une petite charge mentale qui nous tient. Et peut-être l'alléger d'une certaine manière. Donc je sais pas trop comment, peut-être en prenant plus de temps pour faire les projets, mais bon, faut bien vivre au milieu, donc je ne sais pas trop. Ensuite, vous m'avez demandé quels étaient mes projets personnels en 2024. Eh ben écoutez, j'en ai un gros. C'est-à-dire que je vais sûrement déménager cette année. Les choses sont en train de se faire. Là, je signe le compromis pour ma future maison demain. Donc lundi, et après il faut encore que tout se fasse bien avec les banques, enfin vous savez ce que c'est, en fait tant qu'on n'a pas les clés et qu'on n'a pas signé le dernier papier au notaire, on est en mode stress, donc je vous en parlerai pas plus précisément tant que les choses ne seront pas sûres, parce que ça me fait peur, je suis un peu superstitieuse, etc. Mais en tout cas je vais déménager cette année dans une maison plus grande, du coup j'ai hâte de vous montrer ça, j'ai hâte de vous parler de ça. Je ne change pas radicalement de vie, vous verrez. Quand je vous en parlerai, ça vous fera rire, je pense, parce que je ne vais pas du tout loin. Mais voilà, je suis contente, c'est un projet qui m'excite beaucoup et qui va venir se rajouter à tout le reste de mes projets professionnels. Donc vous voyez, mon année est chargée, chargée, chargée. Et du coup, il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit quelles sont les vacances que t'as prévues, les voyages que t'as prévus. Alors sachez que moi, je ne suis pas très voyage. Je ne rêve pas de grands voyages, de partir loin, etc. Donc en plus là, si on déménage et qu'on achète une maison, une nouvelle maison, autant vous dire que on n'aura pas trop les moyens de voyager cette année. Donc à mon avis, les seules vacances entre guillemets loin de chez moi que je vais faire, je vais sûrement aller en Corse au milieu du printemps, puisque mon beau-frère et ma belle-sœur attendent des jumeaux. Et donc je pense qu'ils habitent en Corse, et donc on va y aller pour la naissance, et on va passer un petit peu de temps là-bas, en famille, ça va nous faire du bien, ça va nous dépayser un petit peu. Et sinon ce sera sûrement des week-ends à droite à gauche, mais pas très loin, puisque on va, je pense, passer notre temps à aménager la maison, moi aussi à travailler, donc pas de gros projets de voyage ou de vacances, mais c'est pas gênant parce que moi j'adore être chez moi. Donc la petite routine quotidienne me rend assez heureuse, donc ça me dérange pas. Voilà, je suis pas frustrée en tout cas de pas partir plus. J'aimerais bien cette année bouger plus, faire plus de marche, de rando, un petit peu plus de sport, puisque je me rends compte que ça me fait du bien en fait à la santé mentale et au moral, tout simplement. Donc je fais toujours de la Zumba, vous savez, le mardi soir. Je fais toujours ma marche d'1 heure le mercredi matin là, à la fraîche, à l'aurore. J'essaye de marcher le week-end, et j'aimerais bien peut-être rajouter au milieu de tout ça d'aller courir au moins une fois, ou de faire une autre grande marche. En tout cas, je sens que ça m'a fait du bien au corps et à la tête ces derniers mois, et donc ça j'ai envie de continuer, voire d'intensifier un petit peu, mais je veux pas faire des changements radicaux parce qu'après j'ai peur de pas m'y tenir. Et bien sûr, meilleur équilibre vie pro-perso, pouvoir faire d'autres loisirs comme, je vous disais, faire un peu plus de crochet. L'année dernière, je voulais tester la peinture à l'huile, j'avais acheté du matériel pour faire de la peinture à l'huile. Je l'ai pas fait, donc j'aimerais bien le faire, vous voyez. Donc ça, c'est des petits projets annexes que j'aimerais bien faire pour mon plaisir personnel, pour ma créativité personnelle, mon journal créatif aussi. Mais que je reporte tout le temps, que je fais passer après tout le reste, donc si déjà j'arrive à faire ça, je serais contente. Ensuite, on passe à la catégorie santé mentale. Bon, j'ai mis quelques questions parce que je veux pas non plus trop vous embêter avec ça, sachant que je vais enregistrer un podcast avec une psy qui fait des podcasts et des vidéos YouTube, et on va parler de mon anxiété. Donc je vais pas trop m'étendre là-dessus, je vous relayerai, on va l'enregistrer la courant février, je vous relayerai quand ça sortira, et comme ça, ceux que le sujet intéresse pourront aller voir ce podcast-là. Alors, la question c'est, où en es-tu de ton anxiété ? Je pense que cette personne me demandait ça vis-à-vis de septembre où j'avais un peu beaucoup rechuté dans mon anxiété. Et ça va mieux, ça c'est sûr, mais j'ai quand même toujours des problèmes sur certains points liés au transport qui peuvent me générer des crises d'angoisse ou beaucoup d'anticipation d'angoisse. Donc je travaille là-dessus avec ma psy, mais c'est un travail qui est long, puisque on se voit 45-50 minutes toutes les 2 semaines, donc autant vous dire que ça n'avance pas vite, mais par contre j'ai l'impression qu'avec cette psy-là, on fait un travail beaucoup plus de fond, c'est-à-dire qu'on va vraiment même travailler sur la manière dont moi je parle de tout ça,
la sémantique que j'utilise pour parler de tout ça. Par exemple, quand je vous dis mes angoisses, en fait, je devrais pas dire ça. Parce que ça veut déjà dire que j'intègre le truc, que c'est ancré, que c'est presque irrémédiable. Je devrais parler de la gestion de mon anxiété en ce moment, par exemple. Vous voyez que je suis déjà plus détachée du truc. Donc on travaille vraiment le sujet de fond en comble, de mon rapport moi-même à tout ça, au-delà de juste traiter le symptôme ou de traiter une manière de gérer une crise d'angoisse. Et du coup, je sens que ça va être un travail de plus longue haleine, mais qui va être sur le long terme plus qualitatif et qui va être plus utile. Bah, de toute façon, c'est des choses qui prennent du temps, donc je prends le temps de faire tout ça. Et j'espère que ça va aller mieux. Je fais tout pour, voilà, je fais tout pour, je baisse pas les bras parce que c'est trop important, c'est trop important. Il y en a un de vous qui m'a demandé quels sont mes meilleurs tips contre l'anxiété. Alors rapidement, hein, parce que je vais pas m'étendre, mais en gros pour moi, il faut être suivi par un psy, par un psychiatre, par un médecin, mais il faut que vous en parliez à quelqu'un, il faut pas garder ça pour soi, parce que ça fait du bien d'être accompagné, ça fait du bien d'être suivi, ça fait du bien qu'on nous donne des solutions, qu'on nous donne des outils. Vraiment c'est important, et moi ça a tout changé déjà par rapport à tout ça. Ça fait du bien de mettre des mots sur les choses, ça fait du bien de nous dire qu'on va pas devenir fou, voilà. Ensuite un autre tip, c'est la respiration. Honnêtement c'est un de mes meilleurs outils pour gérer tout ça. En cas de crise, mais aussi en cas de période où ça va pas trop, de faire des exercices de respiration, je pense notamment à la cohérence cardiaque. Et ben moi ça m'aide beaucoup, voilà. Et en cas de crise, d'avoir des exercices de respiration sur lesquels se fixer pour faire passer le pic, alors ça c'est très important aussi. Ensuite il y a la marche, moi c'est quelque chose qui est utile en tout cas, je pense que ça marche pas avec tout le monde, mais moi en tout cas la marche est un tips pour moi contre l'anxiété, puisque ça, quand je marche ça me fait tout de suite redescendre, ça me fait tout de suite aussi prendre un petit pas de recul sur ma vie, sur mon intérieur, sur mon intériorité je veux dire, ça me détend, ça me fait respirer, donc moi je mets la marche dans mes tips contre l'anxiété. Des activités slow, lire, dessiner, faire de la couture, faire du journaling, faire du scrapbooking, faire du crochet, faire des puzzles, voilà, c'est des activités qui vous sortent d'un écran et qui sont assez méditatives et où vous plongez dans ce que vous êtes en train de faire et où vous ne pensez pas à autre chose. Et franchement, top. La lecture aussi, bien sûr. Ensuite, les médicaments. Je pense que c'est un peu tabou, mais honnêtement, sans les médicaments, je pense que j'arriverais pas à m'en sortir dans tout ça. Ça m'aide par période, hein, dans les périodes où en tout cas l'anxiété est forte, ça m'aide en tout cas à passer des caps. Ça m'aide à prendre du recul, c'est une béquille en fait. C'est pas quelque chose qu'il faut regarder en permanence, mais c'est vraiment une béquille utile. Il faut dédramatiser tout ça sur les médicaments, tout ce que les gens pensent sur les médicaments, puisque c'est des béquilles qui sont utiles. Donc quand je parle de médicaments, je parle d'antidépresseurs, pour réguler votre niveau d'anxiété au quotidien, et je parle d'anxiolytiques de manière ponctuelle, par exemple quand je prends l'avion, ou en cas de crise trop forte. Voilà, ce sont des choses qui sont utiles pour pallier à des moments où vous n'arrivez plus rien à gérer, ou de désespoir trop fort, voyez. Mais bien sûr, tout ça avec un suivi médical. Pas faire n'importe quoi, pas en abuser, pas tomber dans l'excès. Voilà, de manière mesurée, mais honnêtement, c'est des béquilles qui, moi, ont été indispensables et le sont toujours. Et enfin, dernier tips, je dirais la digital detox, qui à chaque fois me fait un bien fou. Non pas que vous me dérangez, mais en fait, je pense que c'est lié en général aux réseaux sociaux et à la société dans laquelle on vit, où on est soumis à trop de stimuli, à trop d'infos, tout va trop vite. Et du coup, honnêtement, des fois, mon cerveau, il crise de tout ça, il en peut plus, il est agressé par tout ça. Et donc, c'est digital detox, et donc je coupe de tous les écrans. Je coupe du téléphone, des réseaux sociaux, de YouTube. Si, je regarde quand même des films et des séries, mais ça me permet déjà de retrouver du temps pour faire d'autres choses, et ça me permet surtout à mon cerveau de ne pas être sollicité, et je pense que c'est ça qui me fait du bien. C'est d'avoir des périodes où on n'attend rien de moi, où je ne suis sollicitée par rien, et où je peux juste être, en fait, être dans mon moment présent et relâcher la pression. Voilà, moi en tout cas ça me fait du bien par période de faire ça. Donc ne vous en offusquez pas, c'est juste pour ma santé mentale que je fais ça. Enfin, vous me demandez quels sont mes livres de développement personnel préférés.
Et je pense que je vais faire une vidéo là-dessus, de ressources en tout cas. Je sais pas si je fais une vidéo ou si je fais un article de blog, parce que c'est quand même pratique aussi d'avoir tout ça réuni dans un article de blog, avec mes livres préférés là-dessus, mes podcasts préférés, et éventuellement mes applis ou mes vidéos YouTube qui m'aident, en tout cas quand ça va pas. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse, en tout cas je peux vous prévoir ça. Et enfin, on arrive aux questions que j'ai appelées random, divers. C'est des petites questions comme ça qui ont été posées à la va-vite sur des petites choses sans thème précis, un petit peu de tous bords. La première, c'était quel était le métier de Gilles avant qu'il te rejoigne sur Caro from Woodland. Et ben Gilles, il était community manager en fait dans la boîte où on était tous les deux avant. Et c'était mon chef, c'était le chef de notre équipe de réseaux sociaux. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc lui, il a passé 20 ans dans cette entreprise. Moi, j'y suis restée 7 ans. Et c'est qu'au bout de 5 ans qu'on est tombés amoureux. Au début, on était juste collègues, après on est devenus amis, et après on est tombés amoureux. Et c'est marrant parce que lui, il a passé 20 ans dans cette entreprise, et on a fait le même métier en n'ayant pas du tout le même cursus pour l'atteindre. C'est-à-dire qu'en même temps, ce métier n'existait pas quand on faisait nos études respectives. Gilles est plus âgé que moi. Lui, il a commencé dans cette entreprise, il était au service client. Après, il a été rédacteur web. Enfin bref, il est monté petit à petit. Après, les réseaux sociaux sont nés sur internet, et il a soumis l'idée à son patron de s'y mettre, quoi, de se créer une page Facebook à l'époque. Et son patron lui a dit bah écoute, si tu te sens, vas-y, fais-le. Et du coup, bah, il a tout créé sur le tas, et honnêtement, il a fait un travail de dingue. Quand je suis arrivée moi dans cette entreprise, le Facebook avait déjà 1 million d'abonnés. Donc c'est pour vous dire, le Twitter était ultra suivi, on a créé plus tard le compte Instagram, etc. Et du coup, bah, on était une petite équipe comme ça pour l'épauler, et lui, il nous chapeautait. Ce qui est marrant, c'est qu'on n'avait pas du tout la même manière de faire ce métier-là. Moi, je venais plutôt d'une formation de communication, c'est-à-dire que moi, c'était beaucoup plus... j'abordais ce métier plutôt de manière stratégique. Et lui, il m'a appris à le faire de manière beaucoup plus instinctive. Et du coup, bah, ce mélange des deux était plutôt bien. Parce que moi, j'étais beaucoup plus... je faisais des tableaux de suivi, j'analysais, je tirais des leçons, etc. Lui était beaucoup plus dans l'instinctif, mais c'était une vision qui marchait aussi. Et il m'a appris du coup à vraiment tenir compte de tout mon environnement, de m'inspirer de tout ce que je voyais, même si c'était pas dans notre domaine, même si c'était pas même dans notre corps de métier. Et du coup, j'avoue que ça a été un mentor pour moi dans le travail, d'avoir cette approche-là en plus. Ça m'a vraiment ouvert à d'autres choses, à d'autres manières de penser et de réfléchir et de voir les choses. Et moi j'avais finalement une pensée beaucoup plus académique, beaucoup plus comme on me l'avait appris dans mes études, quoi. Et du coup, ce mélange des deux était plutôt bénéfique pour moi. Et donc voilà, Gilles il faisait ce métier-là. Et au final, quand il est devenu manager, donc il a managé l'équipe de community manager, et je pense qu'il a commencé à un petit peu s'ennuyer, puisqu'il n'était plus dans l'opérationnel. Et du coup, c'est vrai que quand moi, Caro from Woodland a explosé et que je suis partie travailler là-dessus, j'ai senti qu'il trouvait moins sa place là où il était, il trouvait moins de satisfaction. En plus, les réseaux sociaux ont évolué, ça lui plaisait moins. Et du coup, bah, moi, je savais que Gilles, il avait un potentiel de couteau suisse énorme, c'est-à-dire qu'il sait s'adapter à pas mal de choses. Il a la bonne gamberge, il s'adapte vite, il est réactif. Et on avait déjà travaillé ensemble, je savais que dans le travail ça roulait. En plus on n'est pas un couple qui est dans le conflit ou dans les disputes, on est plutôt dans la communication permanente, donc j'ai pas du tout eu peur en tout cas qu'ils viennent travailler avec moi, et pour cause en fait ça se passe très bien. Et là maintenant il fait plus du tout de community management pour moi, par contre je sais que quand je lui en parle, il peut comprendre ce que je vis. Mais du coup il a repris la partie service client, qui maîtrisait en fait déjà de notre ancienne entreprise, et il s'est mis à faire tout un tas d'autres tâches pour lesquelles il n'était pas du tout formé, et comme il vous l'avait dit l'année dernière, il n'aurait jamais postulé pour faire ça dans une autre entreprise. Mais le fait de le faire pour nous, pour notre entreprise à nous, c'est pas du tout pareil. Il peut s'organiser comme il veut dans la journée, il passe d'une tâche à l'autre, d'un seul coup il va avoir un contact fournisseur, il va aller à l'ESAT, etc. C'est intéressant en fait d'être au cœur de tout ça. Donc voilà. Finalement, c'était juste une question sur l'ancien métier de Gilles, et puis moi j'ai tergiversé, mais vous savez tout.
Ensuite, vous me demandez comment est ma maison sans décoration, enfin sans qu'il y ait d'événements particuliers. Il faudrait que je vous montre ça, peut-être dans le prochain vlog que je vais filmer. Je vous montrerai un petit peu ma déco de base. Là, justement, c'est la période où je suis pas très inspirée. Et en plus, je sais que je vais déménager dans quelques mois. Et donc, je vous avoue que je me dis qu'il va falloir que je commence à faire du tri. Qu'il va pas falloir que je décore trop. Je pense qu'au printemps, je vais pas décorer autant que d'habitude. Puisque je sais que, voilà, fin du printemps, je vais peut-être déménager. Donc, voilà. Donc, je vous filmerai ça. En tout cas, en story, vous le voyez un petit peu. J'ai eu une question qui m'a fait trop rire. C'était quels sont les projets de Mimo en 2024 ? Et ben écoutez, rien glandé, je crois que c'est le mot juste. Mimo dort toute la journée. Et après la nuit, il fait la Saint-Patin, comme dirait mon père, c'est-à-dire qu'il fait la fête, quoi. C'est-à-dire qu'il vient miauler pour qu'on lui ouvre, donc on lui ouvre pour qu'il sorte à 2h du matin, après il remiaule dehors à 4h, on lui réouvre. Voilà, Mimo il rentre, il sort la nuit, et puis la journée il dort. Mais il va bien, c'est un vieux chat, il a 16 ans, hein, vous le savez, parce qu'il vivait dehors avant, maintenant il vit 3/4 dedans. Et on profite de chaque instant avec lui parce qu'en fait on sait pas combien de temps ça va durer, il a quand même un petit peu des problèmes de reins. Donc voilà, il vit sa petite vie tranquille. Vous m'avez demandé quel était mon livre coup de cœur de 2023. Et écoutez, en faisant la liste des livres que j'avais lus en 2023, je me suis dit que ça mériterait quand même pas mal de faire une vidéo sur mes 10 livres que j'ai adoré lire cette année. Alors dites-moi si ça vous dit, si vous êtes ok. Vous me demandez quelle est ma musique du moment. Et ben écoutez, là pour travailler ces derniers temps, j'ai beaucoup mis ma playlist de printemps. Parce que elle me met dans une bonne vibes. Je vous repartagerai le lien en barre d'infos. Avec des musiques de films de Orgueil et Préjugés, beaucoup de piano, beaucoup de musique d'adaptation de Jane Austen, de Anne et la maison au pignon vert, Voilà, j'adore cette playlist, je vous la repartagerai, c'est difficile à décrire mais en tout cas elle me met dans des good vibes. Et enfin pour terminer, quel était mon mot de l'année, donc de l'année à venir. Donc vous savez, ça je l'ai fait avec l'exercice de Clotilde Dussoulier de Change ma vie, qui est un podcast de développement personnel que j'aime beaucoup. Et je pense que mon mot de l'année sera reconnexion, dans le sens où j'ai vraiment envie de prendre soin de mon intériorité cette année, de me reconnecter à elle, de me reconnecter à mon corps aussi, mon corps physique, que j'ai un peu laissé de côté ces dernières années. Et donc ça va passer aussi par l'exercice physique, mais aussi par... j'aimerais bien me reconnecter à mes cycles féminins, vous voyez, tout ce genre de mouvements, pour être plus en accord avec mon corps aussi physique, enfin le corps et l'esprit, quoi, vous voyez. Donc voilà, mon mot ce sera reconnexion. Bon écoutez, j'espère que c'était pas trop long. Si c'était trop long, j'espère que vous l'avez vu en plusieurs fois, j'espère que ça vous a appris des choses, j'espère que vous serez à mes côtés cette année pour mener tous ces projets de front. En tout cas, moi je suis très excitée, je suis très contente de vous retrouver, je suis très contente de me remettre au travail aussi, même si j'ai un peu plus de mal là, à revenir sur les réseaux sociaux. Il y a des jours où je ne fais rien. Bon, je pense qu'il faut que je clarifie un petit peu mon sentiment vis-à-vis de tout ça, mais ça va revenir, hein, vous savez que j'ai mes périodes. Et puis j'espère que vous prenez bien soin de vous, et puis on se reparle bientôt.